Je suis heureux de vous savoir sain et sauf et que vous avez échappé à ce diable de virus. Mais à la rentrée, en octobre, vous allez avoir un bouquin explosif là-dessus. Vraiment explosif. Ce que vous allez apprendre est inédit, parce que nous sommes les meilleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypertension artérielle, et n'allez pas vous imaginer que c'est un trouble bénin, mais au contraire, un trouble pouvant avoir de graves conséquences. Et les étudiants naturaux, quand vous aurez fait votre doctorat, vous aurez intérêt à toujours mesurer la tension artérielle de vos patients. Alors, l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle n'est pas une maladie, mais un trouble métabolique profond, caractérisé par des symptômes qui permettent de connaître l'état de l'appareil cardiovasculaire, de l'appareil rénal, du foie, de la vésicule biliaire, de l'intestin, notamment, bref, du terrain organique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle résulte d'une augmentation de la pression du sang dans le réseau artériel. Dans le réseau artériel de la grande circulation. Voilà la grande circulation. Je vous expliquerai plus tard le mécanisme du poumon là-haut. À la place du poumon, nous avons mis une pompe qui est le diaphragme. Car c'est le diaphragme qui fait circuler le sang et non pas le cœur, comme on le croit, naïvement. Le cœur n'est qu'un répartiteur de sang, mais c'est le diaphragme qui fait circuler le sang. La pompe. Le cœur, lui, reçoit, il distribue. Il distribue. Le cœur ne fait que ça. Comme il y a une pression excessive dans les artères, eh bien, la maximale dépasse 12,8. Ça peut aller jusqu'à 17, 18, 20, 25, 30. Une hypertension artérielle de 30. Alors que la tension normale, c'est 12,8. Ou bien 14,9. Alors, l'hypertension artérielle se caractérise souvent par des céphalées, par des troubles sensoriels, par des crampes aux extrémités. Elle peut aboutir à de graves complications se traduisant par une insuffisance cardiovasculaire gauche, le poumon, le cœur gauche, par une insuffisance rénale, par un accident vasculaire cérébral, et ça c'est grave, par une rupture d'anévrisme, Vous savez ce que c'est qu'un anévrisme? Est-ce que vous avez gonflé une chambre à air de bicyclette ou de vélo? Et à un moment donné, il se produit à côté une sorte de hernie. Est-ce que vous avez vu ça? On gonfle et tout d'un coup, il y a une hernie. Eh bien, c'est un anévrisme. Et là, il peut y avoir une rupture. Rupture d'anévrisme sous l'effet de l'hypertension artérielle. Alors imaginez
l'altération nerveuse qui résulte de cet effet. C'est dire que l'hypertension artérielle risque de provoquer une hémorragie cérébrale en particulier, entraînant quoi? Eh bien, une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie motrice de toute la moitié du corps, correspondant à l'hémisphère cérébral affecté, ce qui cloue l'infirme à la chaise roulante. Vous pigez? L'hypertension artérielle, c'est grave. C'est très grave. À chaque pulsation cardiaque, il se produit une tension maximale et une tension minimale. La première tension maximale est dite systolique et la seconde est dite diastolique. Systolique, diastolique. Contraction, décontraction du cœur. La tension systolique résulte de la poussée du sang dans l'artère par suite de la contraction du muscle cardiaque. La tension diastolique résulte de l'atténuation de cette poussée dans l'artère par suite d'une décontraction du muscle cardiaque. Retenez systolique, diastolique. La force de la pression sanguine dans les artères dépend de plusieurs facteurs. De la puissance du cœur, donc de son développement musculaire. Ça dépend également du degré d'élasticité et de contractibilité des grosses artères. Ça dépend du volume du sang, de la quantité de sang circulant dans le réseau. Ça dépend aussi des obstacles mécaniques au niveau des anses artérielles, des capillaires. Enfin, ça dépend aussi du degré d'hypersympathicotonie, c'est-à-dire d'hypertension nerveuse du patient. La tension artérielle se situe et est mesurée entre la systole et la diastole, entre la contraction et la décontraction du muscle cardiaque. Je vous le redis, la tension normale, 12,8. Donc, il y a une différence entre ces deux chiffres. La tension artérielle de 17,10, par exemple, traduit un grave désordre circulatoire. Normalement, la pression artérielle, la tension artérielle, varie de 10 à 15 et la pression diastolique varie de 6 à 10. Alors, selon le consensus mondial, selon les classiques, la tension systolique normale est de 12,8, de 12,5 et 8. Mais elle peut aller jusqu'à 14,9. Donc une tension normale, c'est 12,8 ou 14,9. Au-delà de 14,9, il y a hypertension artérielle. Au-dessous de 12,8, il y a hypotension artérielle. Quoi qu'il en soit, le nombre de personnes affectées par l'hypertension artérielle ne cesse d'augmenter à cause, premièrement, d'une alimentation habituellement antispécifique et dénaturée,
Deuxièmement, à cause des stress psychologiques. Troisièmement, à cause des diverses pollutions. Alors il existe deux types essentiels d'hypertension artérielle. Celle qui affecte les personnes dilatées, pléthoriques, et celle qui affecte les personnes rétractées, maigres. Dans le premier cas, elle résulte d'une surcharge pondérale, éthio-morbido-pathogène. Dans le second cas, elle résulte le plus souvent d'une artériosclérose, d'un durcissement des artères. Il est souvent très dangereux de faire baisser artificiellement les hypertensions artérielles chroniques. Alors la cause première, profonde, de l'hypertension artérielle est inconnue de la médecine chimique allopathique, qui parle alors d'hypertension essentielle. Vous allez voir le médecin, il vous dit « vous êtes affecté d'une hypertension essentielle ». Oui, mais ça veut dire quoi? Eh bien, ce qui veut dire de cause inconnue. Vous avez une hypertension artérielle, mais je ne sais pas à quoi elle est due. Alors, je vais quand même vous donner un médicament pour faire baisser artificiellement l'hypertension artérielle. Alors, lorsque cette médecine allopathique chimique arrive à dépister les causes secondes, elle parle alors d'hypertension artérielle symptomatique contre laquelle hypertension artérielle, elle va lutter à l'aide de médicaments chimiques répressifs qui ne suppriment pas pour autant l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la cause profonde. On prend les médicaments, je n'ai plus d'hypertension. Mais si, vous l'avez toujours, mais elle est camouflée. Elle est cachée. Vous êtes toujours malade. Les organes qui risquent d'être altérés par l'hypertension artérielle sont évidemment les artères, le cœur, les reins, le cerveau et même le foie. Alors, une altération du cœur peut aboutir à quoi? Un infarctus du myocarde. Une altération du cerveau peut aboutir à quoi? À une hémiplégie. Une altération des reins peut aboutir à une insuffisance rénale grave, nécessitant une dialyse. Et une altération des artères aboutit à une artérite. L'hypertension artérielle systolique est due soit à une trop grande viscosité du sang, que nous appelons hémogliase. L'hémogliase, c'est tout simplement un sang boueux, qui ressemble à de la boue. Mais l'hypertension artérielle peut être également due à une augmentation du volume du sang, de la quantité de sang excessif qui pousse les parois artérielles. Ça peut être dû aussi à une perte d'élasticité des artères, donc à une artériosclérose, soit à ces trois facteurs réunis. Alors, la perte d'élasticité des artères est due, comme je viens de vous le dire, à l'artériosclérose, mais aussi, ça peut être dû à l'athérosclérose. C'est deux choses différentes. L'artériosclérose, c'est le durcissement des artères.
généralement par des cristaux d'acide urique, du calcaire, etc. Mais l'athérosclérose, c'est un encombrement et même un durcissement des artères qui est dû au cholestérol. Alors, l'augmentation du volume du sang est surtout due à une forte viscosité du sang, à un épaississement du sang, par suite de diverses surcharges. Par exemple, d'une surcharge en substance mucoïdale, qui ressemble à de la morve, un sang morveux. Alors ça peut être dû également à une surcharge en substance cristoïdale, avec des cristaux, acide urique, oxalate, calcaire, etc. L'hypertension artérielle peut être également due à une surcharge de corps gras saturés, de corps gras trans, ça veut dire transformés, notamment par les fritures, et ça peut être dû aussi au cholestérol accumulé dans les artères. L'hypertension diastolique, cette fois, elle est due à un rétrécissement des artérioles, des toutes petites artères dans les organes, au niveau des anses artérielles capillaires, c'est tout petit, dans les organes, à l'intérieur du foie, à l'intérieur des reins notamment. Imaginez les artérioles du foie resserrées, et le sang ne passe plus, et toute la merde qu'il y a dans le sang reste dans l'organe. Alors, plus le rétrécissement est important, et plus l'hypertension diastolique est élevée, donc grave. L'hypertension artérielle diastolique indique la présence de graves désordres organiques. Alors, les causes de l'hypertension diastolique, eh bien, elles sont les lésions rénales, la glomérulonéphrite, la pyélonéphrite, les kystes, la sténose, les tumeurs surrénaliennes, les tumeurs cérébrales, les encéphalites. Face à une personne affectée d'hypertension artérielle, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut commencer par rechercher l'état du foie, l'état des reins, l'état des surrénales, l'état du cerveau. Rechercher également le degré d'hypersympathicotonie, c'est-à-dire d'hypertension nerveuse. Rechercher donc le stress mental, donc les conflits mentaux qui sont stressants et qui jouent un rôle important dans l'hypertension artérielle. Il n'y a pas que l'alimentation. Il n'y a pas que les poisons, du tabac, de l'alcool, des polluants. Il y a aussi le stress mental. Et on n'en parle pas suffisamment. L'aspect psychologique est aussi important que l'aspect biologique. L'hypertension artérielle dite essentielle, d'origine familiale, serait due à une prédisposition héréditaire. Par ailleurs, elle serait favorisée par les poisons du tabac, par l'obésité, par le sel de cuisine, et enfin, par l'émotivité, c'est-à-dire par le stress d'origine mentale. On a effectivement constaté
que l'hypertension artérielle baisse naturellement dès qu'on cesse de fumer, dès qu'on cesse de consommer du sel de cuisine, dès que l'on dégraisse l'organisme, dès que l'on élimine le stress, bref, dès que l'on s'épure. Le secret, il est là, dans l'épuration. Pour le médecin de santé, qui est le vrai naturopathe, la cause profonde de l'hypertension artérielle, dite essentielle, est l'hémogliase. L'hémogliase, c'est-à-dire l'épaississement du sang par suite d'une alimentation habituellement riche en farineux, riche en protéines cuites, coagulées, riche en sucre, riche en graisse, saturée, trans, etc. Surtout lorsque cette alimentation antispécifique et dénaturée est étayée par de fréquents stress mentaux qui dévitalisent l'organisme, qui affaiblissent le muscle cardiaque, la tonicité et la solidité des vaisseaux sanguins. Ce sont surtout ces substances alimentaires qui intoxiquent le foie, donc l'intestin, et conséquemment les reins, le cerveau notamment. En fait, l'hypertension artérielle dite essentielle est la traduction d'une insuffisance hépatique et donc d'une insuffisance rénale. De même que l'obésité est la traduction d'une insuffisance hépatique. De même que le diabète est la traduction d'une insuffisance pancréatique, donc du foie. Par exemple, pourquoi du foie? Qu'est-ce que le foie a à voir avec le pancréas? Eh bien, parce que le foie et le pancréas appartiennent à la même balance digestive. Tous nos organes font la politique du foie, qui est le grand patron de toute notre physiologie. Quand le foie va bien, tout va bien. Mais quand le foie va mal, eh bien, tous nos organes vont mal. C'est le foie qui gouverne. C'est le foie qu'il faut protéger. Alors, en face d'une hypertension artérielle élevée, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la saigner. La saigner. On donne un coup de couteau, ça saigne. Alors, tout comme l'application des sangsues, la saignée est une technique naturopathique d'urgence utilisée depuis toujours et qui est toujours d'actualité, même en médecine allopathique aujourd'hui. Même aujourd'hui, la médecine allopathique utilise les sangsues, utilise la saignée. Ce sont des techniques naturopathiques. Ils nous les volent, ils nous les fauchent, ils nous volent tout, parce que vous vous laissez faire. Alors, la saignée a pour but de quoi? Eh bien, de faire diminuer le volume du sang. Quand il y a trop de sang qui pousse les artères, eh bien, si on diminue le volume du sang, eh bien, l'hypertension diminue naturellement. C'est la meilleure technique naturelle d'urgence en cas d'une forte hypertension artérielle. Certes, autrefois, elle a été pratiquée abusivement, mais par méconnaissance du savoir actuel.
Mais pratiquer une saignée n'est pas suffisant. Il faut effectivement, et parallèlement, en même temps, appliquer les autres techniques naturopathiques. Alors, quelles sont-elles, ces techniques naturopathiques? Alors, en gros, évidemment, d'abord la purge. La purge, qui vise quoi? Qui vise à vidanger le moteur intestinal, qui est souvent pris pour un tout à l'égout. Allez, au tout à l'égout, au tout à l'égout. Je bouffe la merde, allez, au tout à l'égout. Ce qui aboutit à créer un cloaque, c'est-à-dire une fosse septique. Et c'est dans cette fosse septique que grouillent les milliards de microbes asticots. Et dernièrement, il y a 15 jours, il y a une personne qui me dit, grâce à votre méthode, eh bien, je viens de chier un verre comme ça long, gros comme le pouce, tout blanc nacré, un verre solitaire. La deuxième technique, après la purge, c'est le jeûne hydrique, nutrimentaire, un jeûne à l'eau, qui va aider le foie à s'épurer, à se régénérer. Et si le foie ne peut pas s'épurer et se régénérer, il ne peut pas épurer et régénérer l'organisme. Il faut lui foutre la paix à ce foie. Mais en mangeant mal, en buvant des alcools, en fumant, en bouffant des saloperies, mais vous tuez le foie. Et puis je suis malade, le foie. Aïe, aïe, aïe. Alors, après le jeûne, qui doit durer 1, 2, 3 jours, une semaine, on peut adopter, et il faut adopter une monodiète. La monodiète aux fruits juteux, crus, bien mûrs, sains, agrobiologiques, qui aident à fluidifier le sang. Il n'y a pas mieux pour fluidifier le sang que les fruits juteux crus. Et en même temps, ça permet de reconstituer la flore microbienne intestinale physiologique. Après la monodiète, il faut adopter obligatoirement un régime alimentaire orthobiologique, c'est-à-dire 100% spécifique et naturel, qui vise à nutrir, à nous nourrir correctement, tout en favorisant l'épuration de l'organisme, donc la fluidification du sang, donc la normalisation de la tension artérielle. Enfin, cinquième technique naturopathique, c'est la suppression des stress mentaux, inducteurs de conflits mentaux, qui induisent à leur tour une hypersympathicotonie, laquelle favorise l'intoxication du foie, donc celle de l'intestin, du pancréas, des reins, des poumons, du cœur, du cerveau, etc. La médecine allopathique par les médicaments, répressifs des symptômes, ignore ce qu'est la vraie médecine de santé. Elle ne peut donc pas éliminer radicalement l'hypertension artérielle parce qu'on ne lui a pas appris en faculté que l'être humain n'est pas un omnivore, mais un anthropoïde, c'est-à-dire un singe. L'être humain est anatomo-physiologiquement un singe. Et un singe, c'est-à-dire un anthropoïde, ne peut pas être anthropoïde et omnivore. Les singes ne sont pas des omnivores. L'être humain est un singe, anatomiquement et physiologiquement. Et quelle est la nourriture essentielle des singes? Ce sont les fruits. Eh bien, nous,
les êtres humains, eh bien non, les fruits, c'est un dessert. Non, c'est l'alimentation de base. Alors, non, l'alimentation de base, c'est le pain, c'est les patates, c'est les haricots, c'est les lentilles, c'est la viande bien cuite, les sauces, etc. Non. Et après, vous vous étonnez d'être malade. Voilà, donc on ne peut pas soigner quelqu'un qui se dit omnivore. Alors, la médecine allopathique, ce n'est pas pour la critiquer, parce qu'après tout, on ne leur a pas appris en faculté, donc ils sont ignorants. Eh bien, la médecine allopathique n'a toujours pas compris que la cuisson des aliments est un trucage. La cuisson des aliments est un trucage qui dévitalise l'aliment, lequel aliment est destiné à nous vitaliser. Par quel miracle un aliment cuit, un aliment mort, peut-il nous donner la vie? Tous les animaux de la nature, vivant librement, mangent cru. Il n'y a que l'homme qui fait cuire les aliments. Alors, paradoxalement, les seuls faux aliments qui nécessitent le trucage de la cuisson, ce sont surtout les farineux, toutes les céréales, les tubercules, les légumineuses. Et vous verrez de quoi il s'agit. Dans un petit moment, vous verrez le danger des farineux. Alors, la médecine allopathique n'a toujours pas compris que ce sont les substances étrangères toxiques, type mucoïdales et cristoïdales, la morve et les cristaux, voilà, notamment, qui stagnent dans les tissus, dans les liquides humoro-physiologiques, dans le sang, la lymphe, dans les tissus. Eh bien, elle n'a toujours pas compris que ce sont ces substances qui sont éthiomorbidopatogènes, cause d'hémogliase, la cause de l'épaississement du sang, donc de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est due surtout à ça, aux farineux. Alors, par ignorance, cette médecine allopathique n'a toujours pas compris, là encore, l'action stressante, anthropique. L'entropie, c'est le bordel. C'est ça l'entropie, c'est le chaos. Elle n'a toujours pas compris la nocivité de la négativité mentale. C'est pas ce que c'est, la négativité mentale. Alors, il y a deux types de stress. Le stress d'origine psychologique, mental, et le stress d'origine biologique, physique. Alors, le stress physique résulte de quoi? Eh bien, de tous les polluants. De tous les polluants que l'on introduit ou que l'on fabrique en soi, dans notre corps physique. Il faut comprendre que nous somatisons tous nos sentiments, les bons comme les mauvais, et les mauvais comme les bons, et même les mauvais plus facilement que les bons. Lorsque la somatisation est négative, eh bien il y a stress, il y a souffrance, il y a désordre mental, il y a donc désordre organique, donc pathologie. L'excès d'une émotion, c'est ça qui fait le stress. Tout excès, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, est un stress. Un stress préjudiciable à la santé. Une excellente nouvelle, imaginez un instant que vous venez de gagner 100 millions à l'euro million. Vous allez sauter au plafond de joie. Et oui, mais quand vous retombez sur terre, vous êtes morte, arrêt cardiaque.
on vous annonce une très mauvaise nouvelle qui peut vous tuer de la même façon. Donc une excellente nouvelle, c'est un stress. Une mauvaise nouvelle, c'est un stress. La justesse, c'est dans la justice, dans le juste milieu, le bon équilibre, 50-50. Il faut savoir maîtriser ses sentiments. Alors, tout excès est éthio-morbido-pathogène. Tout excès favorise la constitution d'une morbidité, et c'est cette morbidité qui déclenche une pathologie. Le stress est une agression. Quoi qu'on dise, on dit il y a un bon stress et un mauvais stress. Tous les stress sont une agression. Une bonne nouvelle qui vous fait sauter au plafond, c'est une agression. Et oui, parce qu'on peut mourir de joie. Une joie intense peut vous tuer d'un seul coup. Un stress est un chaos mental. La conséquence d'un penser à l'envers, la conséquence de manger, boire à l'envers, la conséquence d'un vivre à l'envers. Or, il ne peut y avoir de paix organique que par suite d'une paix mentale, par suite d'une symétrie psychobiologique, l'équilibre 50-50. Tous nos processus vitaux sont régis par la loi vitale de symétrie cosmique qui est homéostasique, restauratrice, régénérante, autoguérisseuse. Pourquoi? Bien parce qu'elle tend, cette force vitale, tend constamment à l'équilibre 50-50. Donc, elle tend vers la santé dès qu'on supprime l'obstacle qui l'empêche de s'exprimer librement à travers son outil expressionnel essentiel, le système neurovégétatif et hormonal. Voilà l'équilibre. Ça, c'est le parfait équilibre. Mais on en est loin. On ne lutte pas contre un stress, parce qu'un stress est un effet, l'effet d'une cause. Pour l'éradiquer, il suffit tout simplement de supprimer sa cause. Il suffit donc de manger et de boire à l'endroit, de vivre à l'endroit, de penser à l'endroit. Or, on mange, on boit, on vit comme on pense, comme on aime. J'aime bouffer 2 plaques de chocolat noir. C'est bon pour la santé, oui, mais ça vous tue le foie. Alors, aimer relève d'une action mentale. C'est donc par la prise de conscience de notre négativité mentale habituelle et par la maîtrise de nos sentiments, de nos vécus intérieurs, que l'on se remet à l'endroit, que l'on se déstresse. Se remettre à l'endroit, c'est quoi? Eh bien, c'est se remettre dans la santé naturelle. C'est donc sortir de sa pathologie. C'est tout simple. Retenons qu'un sang épais comme de la boue, circule très mal dans les fines artérioles du foie, des reins, du cerveau, du cœur notamment. Il en résulte de ce fait des insuffisances fonctionnelles à tous ces niveaux, provoquant des troubles, se traduisant par des lésions structurelles, notamment par un anévrisme, une rupture d'anévrisme, un infarctus du myocarde. Alors, les principaux organes, je vous le redis, qui sont surtout affectés par l'hypertension sont bien sûr le cœur, le cerveau, les reins, les grosses artères. Alors maintenant, voyons un petit peu le sel de cuisine. Le sel de cuisine, c'est-à-dire le chlorure de sodium,
comme vous le savez, ça retient l'eau dans les tissus. Le sel est nuisible aux reins lorsqu'il est consommé en excès. Sa suppression, par régime alimentaire désodé, c'est-à-dire sans ajout de sel de cuisine, est habituellement prescrite dans l'hypertension artérielle. De même que dans l'insuffisance cardiaque, de même que dans les œdèmes. La diurèse, c'est-à-dire l'élimination de nos urines, est toujours plus importante quand on pratique un régime alimentaire sans sel de cuisine. C'est valable pour tous, aussi bien pour les bien portants que pour les malades. Très nombreux sont les aliments industrialisés qui contiennent du sel de cuisine. C'est un danger. Les aliments qui n'en contiennent pas, ce sont les huiles de table et bien entendu les fruits dans leur état naturel. Voilà pourquoi la cure de fruits juteux, crus, bien mûrs, agrobiologiques, fait tant de bien à tout le monde, en particulier aux personnes affectées d'une hypertension artérielle, à condition d'en faire une monodiète, appliquée durant 3 à 7 jours consécutifs. On ne mange que des fruits juteux pendant 3 à 7 jours. On mange à sa faim. Il ne faut surtout pas manger de fruits, ni avant un repas, ni après un repas, comportant des protéines d'origine animale. Pourquoi? Pour éviter les mélanges indésirables, les associations indigestes, fermentescibles et putrescibles. En résumé et en conclusion, retenez que l'hypertension artérielle est une pression excessive du sang dans les artères. Elle est le premier facteur de risque cardiovasculaire, risque d'insuffisance cardiaque, risque d'angine de poitrine, risque d'infarctus du myocarde, risque de rupture d'anévrisme, risque de déchirure aortique, c'est pas rien, risque d'insuffisance rénale, risque d'artérite aux membres inférieurs, risque de lésions cérébrales et oculaires, enfin risque de maladie d'Alzheimer et risque d'une chute de la libido. Ça, c'est bien emmerdant. Alors, la tension artérielle normale, retenez-le, 12, 8 ou 14, 9. Au-delà de 14, 9, il y a hypertension artérielle, dont grave danger. Plus ces chiffres sont élevés, et plus les risques précités sont importants. Généralement, l'hypertension artérielle n'induit pas de symptômes particuliers, spécifiques. C'est pour cette raison qu'on dit que l'hypertension artérielle est un tueur insidieux, un tueur silencieux. Ça vous tue. Alors, parfois, on peut la soupçonner lorsque on constate des nausées, de la fatigue chronique, des céphalées, des vertiges, des douleurs dans la poitrine, un essoufflement, des bourdonnements d'oreilles, des troubles visuels, des mouches voltigeant devant les yeux, la difficulté également à se concentrer. Là, il faut suspecter l'hypertension artérielle
qui peut également apparaître brusquement à cause du vieillissement, subitement à cause d'une artériosclérose, d'une sclérose des artères. Elle peut survenir à la suite d'une prise excessive d'antihypertenseurs, mais elle peut aussi survenir après avoir consommé des antidépresseurs, des anti-inflammatoires, des corticoïdes, la pilule contraceptive, etc. Elle peut survenir à la suite d'une grossesse, à la suite d'une ménopause, par l'hérédité également, par suite d'une surcharge pondérale, par un manque de culture physique de santé et de bien-être, transpirante et suroxygénante. Elle peut apparaître à la suite d'une consommation excessive de sel de cuisine. Elle peut apparaître également à la suite d'un mauvais sommeil habituel. Enfin, elle peut apparaître surtout à la suite de stress fréquents, voire permanents. Alors, parmi les substances qui favorisent l'hémogliase, donc l'hypertension artérielle, je reviens là-dessus, retenez bien, ce sont les farineux, c'est-à-dire toutes les céréales, les tubercules, les légumineuses, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les gâteaux, les biscuits, et les patates douces, les lentilles, les haricots. On n'a pas besoin de manger tout ça. On peut très bien vivre beaucoup plus simplement. Alors, pourquoi les farineux? Eh bien, tout simplement, parce que ça fermente dans le tube digestif de l'homme en produisant de l'alcool qui vous tue le foie. D'ailleurs, les canards et les oies en savent beaucoup plus que nous à ce sujet. Quand on gave les canards et les oies avec des céréales, et pourtant ce sont des gallinacés types, ils sont faits pour consommer des céréales, eh bien même le gavage, l'excédent de céréales, eh bien n'est pas digéré par le gallinacé, ça fermente dans son tube digestif, ça produit de l'alcool et ça crée le fameux foie gras, qui est une cirrhose hépatique. Essayez de comprendre que les farineux, ça vous fout une cirrhose hépatique. On devient alcoolique en mangeant des farineux. Alors, bien entendu, c'est pas parce qu'on en mange une fois exceptionnellement, mais c'est le fait d'en manger tous les jours. Alors, les farineux ont également un autre inconvénient, c'est que ça vous colle des mucosités. La moukire. Je mange des pâtes, ça rentre par la bouche et ça sort par le nez, sous forme de morve. Alors imaginez comment ça épaissit le sang, avec les risques de thrombose, les risques de phlébite, les infections. Il faut arrêter de bouffer des farineux. Ce ne sont pas des aliments biologiques humains. L'alcool favorise évidemment l'hypertension artérielle. Et puis il y a les sucres industriels. Alors là, ce sont de véritables poisons. Alors, les sucres industriels consommés en excès qui favorisent la stéatose hépatique, exactement comme les céréales. Et en plus, ça glyque le sang. Alors, qu'est-ce que c'est que glyquer le sang? Eh bien, ça caramélise le sang. C'est-à-dire, il se crée des liaisons croisées entre les protéines cuites alimentaires et les sucres industriels. Ça s'associe, ça fait du caramel. Et ça vous bousille les cellules. Du foie, du cerveau, etc. Alors, l'hypertension artérielle, évidemment, est favorisée par tous les corps gras consommés en excès, surtout les corps gras saturés,
les corps gras trans, c'est-à-dire les corps gras frits, résultant de la friture, le cholestérol évidemment. Alors, l'hypertension artérielle est également favorisée par les poisons du tabac, par les drogues diverses, par tout ce qui empoisonne finalement nos organes, à commencer par le sang. Alors, toute personne affectée d'une hypertension artérielle a le choix. Elle a le choix entre deux traitements. Soit elle adopte un traitement naturopathique, soit elle adopte un traitement allopathique. Il faut faire un choix. Alors, le traitement naturopathique responsabilise le malade, l'incite à se prendre en charge, à se corriger, et ça nécessite de sa part un effort, évidemment. Mais le traitement allopathique, lui, irresponsabilise le malade. Ma santé, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire du toubib. Eh bien, ça ne l'oblige pas à se responsabiliser, ça ne l'oblige pas à se prendre en charge, à se corriger. Cela nécessite de sa part aucun effort. Docteur, j'ai de l'hypertension. Quelques cachets, un demi-verre d'eau et je suis guéri. En France, il n'y a que 65 millions d'individus. Et sur 65 millions d'individus, il y a 15 millions de personnes hypertendues, affectées d'hypertension artérielle. Et sur ces 15 millions, vous avez 11 millions qui consomment des médicaments, tout en laissant en elles la cause profonde de l'hypertension. Alors, malgré une baisse artificielle de leur hypertension, induite par ces médicaments, eh bien, ces gens-là oublient ou ignorent que ces médicaments sont iatrogéniques. Alors, on prend les médicaments aujourd'hui, et puis demain, on fait une maladie dite nouvelle, dont on ne fait pas la relation de cause à effet. Quant à l'hypotension artérielle, elle est souvent caractérisée par des vertiges, par une fatigue anormale. Elle peut être due à une trop forte dose de médicaments antidépresseurs, antihypertenseurs. Elle peut être due à une dévitalisation générale, à un surmenage intellectuel ou physique. Elle peut être due à une dénutrition, à une malnutrition, ou bien à une pathologie qu'il va falloir dépister. Mais, généralement, l'hypertension artérielle, de même que l'hypotension artérielle, régresse naturellement sous l'effet d'une hygiène de vie ortho-psycho-biologique, donc naturopathique, appliquée sérieusement et quotidiennement. Alors vous trouverez toute la méthode complète de l'hypertension artérielle dans un de mes bouquins que je viens de publier, l'hypertension artérielle. Je vous remercie pour votre attention.